Les règles du jeu viennent d'être bouleversées par des guerriers primates qui osent regarder la mort en face avec un mépris absolu. Qu'est-ce qui a transformé une proie vulnérable en un cauchemar terrifiant, forçant le roi de la jungle à fuir, humilié? Le terrifiant retournement de situation dans la savane, quand les babouins humilient le roi lion. Dans la savane, l'autorité du lion est absolue, mais seuls les babouins osent regarder le roi droit dans les yeux avec dédain. Ils n'ont pas besoin de couronne, seule la férocité leur suffit. Aujourd'hui, un jeune roi a commis la plus grande erreur de sa vie, sous-estimer ceux qui n'ont plus rien à perdre. Quand la puissance se heurte à la fureur de la meute, le plus arrogant est celui qui tombe. Accrochez-vous, nous allons assister au renversement le plus sanglant de la savane. Voici une meute de jeunes lionnes, pleine d'énergie et d'agressivité. Elles ne chassent pas seulement pour survivre, parfois ils chassent pour narguer. Leur cible. Une grande troupe de babouins se reposait sur des branches basses et des affleurements rocheux. Ils voulaient démontrer leur pouvoir royal par une démonstration de force sanglante. Ils pensaient que la simple apparition des lions disperserait les primates lâches. Mais ils ignoraient qu'ils venaient de franchir la ligne rouge d'un clan de 80 membres, mené par des chefs de bande, balafrés et féroces. Le silence des babouins n'était pas de la peur, mais la concentration nécessaire à leur défense. Les lions chargèrent, coordonnant leur attaque. Un bébé babouin, séparé de sa mère, paniqua et tenta de s'enfuir, mais il était trop tard. Trois lionnes l'encerclèrent rapidement. Le bébé babouin se débattait pour s'échapper. Il était toujours pris au piège. Les cris déchirants du bébé singe résonnèrent, déchirant l'air. Ce n'était pas un simple repas, mais une provocation flagrante. Mais cette fois, il n'y eut pas de fuite. Un cri perçant
poussé par l'énorme mâle dominant, déchira l'air. C'était le signal d'une vengeance implacable. Le singe dominant, les yeux flamboyants, fondit sur lui comme une flèche. Plus de 20 autres singes mâles adultes descendirent également des crevasses rocheuses et de la cime des arbres. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils ne désiraient qu'une chose, déchiqueter l'intrus. Le singe dominant, imperturbable face au danger, chargea droit sur la lionne qui tenait la carcasse de son petit. Il repoussa frénétiquement son ennemi pour récupérer le corps du malheureux enfant. Les lions paniquèrent. Leurs yeux ne trahissaient plus aucune arrogance, seulement la terreur de ceux qui comprenaient leur erreur. Le mâle dominant parvint à arracher le corps du malheureux lionceau des mâchoires du lion. Mais il était trop tard. Humiliés, les lions reculèrent, leurs rugissements se perdirent dans les cris stridents et triomphants des babouins. Ils s'enfuirent dans les buissons, laissant derrière eux une scène tragique. Une famille de babouins pleurant leurs petits, mais leurs yeux, encore flamboyants de haine, proclamaient « Nous ne nous laisserons pas vaincre si facilement. Pourquoi les babouins ont-ils osé faire cela aux lions ? » La réponse réside dans la combinaison d'instincts de survie extrême et d'armes biologiques terrifiantes. Il y a d'abord cette mentalité de martyr, obsédante. Lorsqu'ils protègent leur famille et leurs petits, les babouins guerriers mâles peuvent mettre de côté tout instinct de défense et se battre jusqu'à leur dernier souffle, créant une pression mentale intense qui rend même les lions les plus féroces méfiants. Outre leur témérité, ils possèdent des crocs comparables à des faux mortels. Ces dents, non seulement longues, sont dotées d'une force de préhension et de déchirement incroyable. Une seule morsure précise à l'arrière de la cuisse peut paralyser à vie même le plus grand prédateur. Transformant un roi en paria déchu de la savane. En fin de compte, c'est leur intelligence pratique qui fait d'eux de véritables maîtres. Les babouins comprennent la faiblesse de la solitude. Face à une troupe de lions, même à quelques-uns, ils restent seuls comparés à un groupe de babouins et ils emploient immédiatement la tactique du nombre, transformant la chasse des lions en un piège collectif sans espoir.
Dans la savane, quand le fou affronte le fort, le fou, animé par la fierté, redéfinit les règles du jeu. Au crépuscule, les lions battent en retraite, humiliés, portant avec eux des blessures béantes et le traumatisme persistant d'une confrontation inimaginable. Ils repartent, la peur s'insinuant dans leurs esprits. Les babouins ont perdu l'un des leurs, mais ils ont affirmé leur position. Ils ne sont pas des proies faciles. Dans la savane, la couronne ne protège pas des erreurs. Les babouins ont envoyé un message fort. Même les rois verseront le sang s'ils osent ignorer l'unité et le deuil du peuple. Que pensez-vous de cette attaque collective classique ? Les lions oseront-ils revenir pour se venger, ou la peur s'est-elle enracinée en eux ? Exprimez votre opinion ci-dessous. Cependant, ne confondez pas l'unité contre le lion avec un signe de compassion au sein de la société. Derrière cette apparente solidarité se cache un système de classe brutal où le pouvoir est déterminé dès la naissance. Dans le monde des babouins, l'équité est un luxe. Le statut social ne s'acquiert pas seulement par la force brute, mais se transmet aussi par le sang des femelles alpha. Les enfants royaux issus de ces femelles naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Choyés par toute la troupe, ils ont la priorité sur les meilleures sources de nourriture et sont protégés à 100% des mâles alpha agressifs. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à donner des ordres et à intimider les membres plus âgés et de statut inférieur. A l'inverse, pour les enfants nés au bas de l'échelle sociale, la vie est une longue peine d'oppression. Ils doivent apprendre à baisser la tête, à subir des coups injustifiés et à se débrouiller pour trouver de la nourriture sous le regard indifférent de leurs congénères. Le taux de mortalité de ce groupe atteint constamment des niveaux records, non pas à cause des griffes des léopards ou des lions, mais en raison de la cruauté même du système de classe auquel ils appartiennent. L'apogée de cette obscurité sociale
est la succession. Lorsqu'un mâle étranger renverse l'ancienne dynastie, son premier acte est une purge sanglante, un massacre de la progéniture. Il tue toute la descendance de son prédécesseur pour effacer l'ancienne lignée et contraindre les mères singes à se soumettre au nouvel empire. Dans la savane, les babouins nous rappellent une dure réalité. La famille est primordiale, mais seulement si l'on est dans la bonne famille. Quittant les basses herbes de la savane, nous gravissons les falaises abruptes du plateau éthiopien à 4000 mètres d'altitude. C'est le territoire des Geladas. Contrairement à tous les autres primates, les sociétés de Geladas sont d'immenses royaumes, pouvant compter jusqu'à 1200 individus. Mais cette promiscuité n'apporte aucune paix. C'est un champ de bataille bouillonnant, théâtre de coups d'État. Le mâle dominant, alpha, possède un harem composé des femelles les plus fidèles. Mais aux confins du royaume, de jeunes mâles célibataires, vigoureux et ambitieux, rôdent. Un prétendant s'avance. Il relève les babines, révélant des crocs incroyablement longs et une poitrine rougeoyante, comme un présage de mort. Un combat sans merci éclate. Contrairement à la meute de lions de la troupe de babouins, il s'agit d'un duel entre deux bêtes. Ils se jettent l'un sur l'autre, leurs griffes acérées s'acharnant sur leurs crinières. Leur rugissement résonne dans toute la vallée. Leur arme la plus redoutable n'est pas la main, mais la morsure fulgurante portée aux épaules et au cou. Le combat ne prend fin que lorsque l'un des deux est précipité du haut de la falaise ou s'effondre d'épuisement. Dans le monde des Geladas, le trône se forge dans le sang et le vainqueur doit troquer la clémence contre le pouvoir absolu. Malgré des crocs plus longs que ceux d'un lion, le plus grand paradoxe du Gelada réside dans son régime alimentaire. Ce sont les seuls primates au monde à se nourrir exclusivement d'herbes.
Chaque jour, ils passent jusqu'à 60% de leur temps assis à brouter l'herbe verte du plateau. Pour s'adapter à ce mode de vie, les Géladas ont développé des fesses extrêmement épaisses et sensibles, leur permettant de rester immobiles pendant des heures. Leurs doigts sont incroyablement agiles, leur permettant d'arracher l'herbe aussi vite qu'une moissonneuse-batteuse. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence végétarienne. C'est en se nourrissant intensivement dans les prairies ouvertes qu'ils s'exposent aux prédateurs. Aussi, lorsqu'ils mangent, leurs yeux doivent-ils constamment scruter les falaises où rôdent les loups d'Éthiopie. Dans la société Gélada, le droit de s'accoupler est la récompense suprême, mais aussi le plus lourd fardeau pour le mâle alpha. Un seul mâle peut posséder un harem de plusieurs dizaines de femelles, mais il doit rester constamment sur ses gardes. La loyauté est un luxe ici. Les femelles sont extrêmement intelligentes. Si elles perçoivent le mâle alpha actuel comme vieux, faible ou incapable de les protéger, elles le tromperont secrètement avec des mâles célibataires plus jeunes, en marge du groupe, Pour éviter d'être repérés, ces accouplements clandestins se déroulent généralement dans un silence absolu, un comportement rare chez cette espèce de primate d'ordinaire bruyante. Pour les femelles, c'est ainsi qu'elles parient sur des gènes plus robustes pour la génération suivante. Lorsqu'une femelle tombe enceinte, c'est l'espoir de toute la lignée, mais aussi le début d'une potentielle tragédie. La gestation dure environ 6 mois, et les nouveau-nés sont soignés avec une extrême prudence par leur mère. Cependant, la sécurité de l'enfant repose entièrement sur le trône de son père. Si un coup d'État a lieu et qu'un nouveau mâle accède au trône, le cauchemar commence. Le vainqueur ne souhaite pas perpétuer la lignée du vaincu. Il se livre à une campagne d'infanticide brutale, éliminant tous les petits allaités.
Cet acte vise non seulement à éliminer le rival, mais aussi à forcer le corps de la guenon à cesser de produire du lait et à entrer plus tôt dans un nouveau cycle d'ovulation, permettant ainsi au nouveau souverain de perpétuer sa propre lignée. Sur les hauts plateaux éthiopiens, la vie renaît toujours des cendres du vaincu, et le prix à payer pour accéder au trône est parfois celui d'enfants innocents. Savane, la couronne ne protège pas des erreurs. Le babouin a envoyé un message fort. Même les rois verseront le sang s'ils osent ignorer l'unité et la douleur du peuple. Sur cette terre, la vie renaît toujours des cendres du vaincu, et le prix de la royauté est parfois celui d'enfants innocents. Que pensez-vous de cette classique attaque en bande des singes ? N'hésitez pas à partager votre avis ci-dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain documentaire animalier passionnant. Après la migration et la sanglante bataille pour le trône, les babouins pensaient avoir trouvé la paix. Mais ici, point de terre promise. Il n'y a qu'un cycle de survie, où chaque créature doit payer le prix pour survivre. Le nouveau royaume, les babouins et le choc des prédateurs. L'aube se lève à nouveau sur le Serengeti. Après les premières pluies de la saison, la savane semble s'animer, l'herbe est verte, la rosée scintille sur les feuilles et l'air embaume la terre humide. Mais sous cette apparence paisible, le monde sauvage est toujours en mouvement. Un jeune souverain occupe désormais le trône qu'il a jadis usurpé par le sang de Mao. Mais dans cette savane, le pouvoir est éphémère. Le Serengeti après la pluie est un tableau de vie et de mort, où chaque souffle peut être le dernier. Dans ce nouveau royaume, une simple erreur peut anéantir toute une troupe. Le soleil du Serengeti était haut dans le ciel, sa lumière dorée illuminant le pelage luisant des lionnes, véritables guerrières de la savane.
Elle se déplaçait à couvert, silencieuse, chaque pas aussi doux que le vent dans l'herbe. Aucun bruit superflu, aucun rugissement, seulement un regard doré fixé sur leur proie. Les lions sont des chasseurs tactiques, non des prédateurs solitaires guidés par leur instinct. À chaque chasse, il y en a un qui ouvre la voie, un autre qui prend la proie à revers, et un dernier qui achève. Chaque bond est une symphonie de force et de calcul. Les muscles se contractent sous la peau ferme, la queue ondule doucement pour maintenir l'équilibre, un seul signal et toute la troupe explose comme le tonnerre. La mort frappe aussi vite qu'un vent brûlant. Un bond peut générer une force 4 fois supérieure au poids du corps, suffisante pour abattre une antilope, un zèbre, ou même un jeune buffle. Mais aujourd'hui, leur cible n'était pas le troupeau d'antilopes, mais la troupe de babouins qui s'approchait de leur territoire de chasse. Contrairement à leur faible proie, les babouins sont des adversaires intelligents, agressifs et solidaires. Leurs crocs peuvent atteindre 5 cm de long et leur morsure peut transpercer la peau d'un lion. Mais aux yeux de ce fier prédateur, ce n'était qu'un défi. Car pour les lions, toute créature qui pose le pied sur leur territoire est une proie. Dans l'air frais et humide, les babouins se déplaçaient en ligne, se dirigeant vers les basses prairies. Mais tandis que la troupe était occupée à chercher de la nourriture, des yeux dorés les observaient de loin. Dans les hautes herbes, la lionne était en embuscade. Ils observaient les babouins depuis plus d'une heure, attendant le moment idéal où la vigilance de la proie se transformerait enfin. La distance n'était que de quelques dizaines de mètres. Son corps était aussi tendu qu'une corde d'arc, tous ses muscles contractés. L'air était lourd, le silence suffocant. Un bond. En un instant, la lionne se jeta en avant d'une seule morsure, ses griffes s'enfonçant dans l'épaule de sa proie. Au loin, les hyènes commençaient à apparaître, tapis dans l'ombre, attendant les autres. Dans le ciel, des corbeaux noirs et des vautours tournoyaient, annonçant le festin sanglant du Serengeti. Les babouins se tenaient sur le monticule rocheux, les yeux rivés sur la carcasse de leur espèce.
En contrebas, les lions continuaient de se nourrir. L'herbe ondulait, la lumière se reflétait sur le sang, et le Serengeti retournait à son cycle sans fin de survie. Mais à leurs yeux, il n'y avait pas de défaite. Seulement la persévérance et la foi en la vie, qui avaient permis à cette espèce de survivre pendant des centaines de milliers d'années dans la terre la plus hostile de la planète. Seulement la persévérance et la foi en la vie, demain, au lever du soleil, ils quitteront ce monticule de pierre et poursuivront leur route en quête d'eau, de nourriture et d'une chance de survivre un jour de plus. Dans le monde de la nature, chaque perte est porteuse d'un nouveau départ. La mort n'est pas la fin, mais une étape inévitable de l'équilibre éternel. Dans la savane du Serengeti, où toutes les créatures vivent à la frontière fragile entre la vie et la mort, un groupe de babouins marche encore la tête haute, porteurs de l'instinct primitif de survie. Le soleil est haut dans le ciel, sa lumière dorée recouvrant la savane comme un filet. Plus de rugissements, plus de cris. Seule la chaleur monte du sol, mêlée à l'odeur d'herbe brûlée, de sang et de terre humide après la pluie. Au milieu des herbes jaunes, un groupe de lions se repose. Le ventre plein après un festin de viande fraîche, ils respirent d'un souffle régulier, lent et lourd. Le groupe se compose du mâle dominant, des lionnes et des lionceaux, symbole d'une dynastie préservée par les dents et le sang. Le mâle dominant gît seul, son corps massif recouvert d'une épaisse crinière brun foncé, ses yeux dorés mi-clos mais ses oreilles frémissant encore légèrement à l'écoute du moindre bruit alentour. Chaque respiration est une affirmation de sa puissance. Nul besoin de rugir, nul besoin de se battre, sa seule présence suffit à faire plier le sol. À quelques mètres de là, les lionnes forment un rempart vivant autour de leur lionceau. Elles sont le cœur de la troupe, les chasseresses, les nourricières, et aussi la première ligne de défense en cas de danger.
Leur pelage est lisse et luisant au soleil, leurs muscles souples mais suffisamment puissants pour terrasser n'importe quelle proie dans la savane. Les lionceaux innocents grimpent sur le dos de leur mère, se mordillent la queue et jouent dans l'herbe sauvage. Ils ne connaissent ni la faim ni la soif, ils ne comprennent pas la peur. Ils savent seulement qu'ici, dans les bras de la troupe, tout est sûr. Du moins pour aujourd'hui. Leur instinct leur dit que cette paix ne durera pas. Mais pour les lions, c'est la loi de l'existence, chasser, se reposer, se reproduire, protéger, et répéter ce cycle jusqu'à ce qu'il soit renversé. Fin d'après-midi. Le soleil rougeoyant déclinait à l'horizon, projetant une lumière sanglante sur les marais boueux laissés par la pluie. Les babouins, vaincus par les lions, traversaient silencieusement les terres humides. La soif qui les tourmentait après de longs jours d'errance les affaiblissait, chaque pas était un fardeau. Devant eux, une source d'eau jaillissait d'un lac calme, dont la surface reflétait les flamboyantes lueurs du soleil couchant. Un babouin, assoiffé, leva la tête pour renifler, puis s'approcha lentement du bord de l'eau. Personne ne la remarqua. Le soleil déclinait, ne laissant que la lueur rouge du crépuscule sur les eaux troubles. De l'autre côté de la lagune, un autre crocodile surgit, les yeux froids comme la pierre. Toute la surface de l'eau s'agita lorsqu'un groupe de crocodiles l'encercla. Le marais n'était plus un lieu d'abreuvement, mais un piège mortel pour le Serengeti. L'aube se leva après une longue et lourde nuit. Les premiers rayons du soleil se faufilèrent à l'horizon, baignant les vastes prairies d'une chaude lumière dorée. Les babouins portaient encore des signes de fatigue après plusieurs jours terrifiants. Un à un, ils quittèrent leurs abris nocturnes et traversèrent les champs verdoyants grouillants de vie. Certains mâles grimpèrent sur de hauts rochers pour observer, tandis que les femelles se mirent en quête de racines, de fruits et d'insectes à manger. Après des jours passés à fuir lions et crocodiles, ils pensaient que la lumière du jour était synonyme de sécurité. Le ciel bleu, la terre fraîche et le bruissement du vent dans l'herbe formaient comme une symphonie de vie. Cependant, dans la savane, la paix est toujours le plus fragile des abris.
Parmi les buissons bas, une ombre jaune apparaît et disparaît. Une ombre jaune se fond dans la lumière du soleil. C'est le léopard, le chasseur furtif par excellence du Serengeti. Au royaume des prédateurs, le léopard est le plus silencieux et aussi le plus redoutable. Ne rugissant pas comme un lion, ne chassant pas en meute comme un lycaon, le léopard est un symbole de solitude et de précision absolue. Son corps est un chef-d'œuvre de la nature, souple, doux comme de la soie, mais recelant une puissance explosive. Sous sa fourrure jaune vive parsemée de taches noires se cache un système musculaire flexible capable de pivoter en plein vol, même en chute libre. Chaque pas est si léger qu'il ne dérange pas un brin d'herbe. Chaque bond est une combinaison de vitesse et de calcul froid, précis jusque dans les moindres détails. Ses yeux, dorés et froids comme le métal, observent toujours le monde à travers le prisme du chasseur. Chaque mouvement du vent, chaque bruissement de feuilles, est enregistré. Le léopard ne chasse pas par faim. Il chasse parce que sa survie est inscrite dans ses muscles, dans ses veines. Dans l'immensité du Serengeti, où toutes les créatures dépendent de la force ou du nombre pour survivre, le léopard choisit la voie inverse. Seul, silencieux, sans laisser de traces, il apparaît, tue, puis disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, sous un soleil de plomb, il suit les traces d'une troupe de babouins. Non par défi, mais par opportunité. Dans cette troupe, il y a des jeunes, immatures, actifs et facilement surpris. C'est la moindre brèche qu'un chasseur comme le léopard peut transformer en mort. Le léopard rampe à ras des hautes herbes, ses épaules ondulant au rythme de la musique, son corps glissant comme l'eau. Le soleil illumine sa fourrure, faisant ressortir chaque tache noire comme les symboles mystérieux d'un prédateur. Le vent tourne, emportant avec lui l'odeur des babouins, et s'arrête.
Sa tête était légèrement baissée, les yeux mi-clos, dans l'attente. Et puis le léopard s'élança comme un éclair. L'air se transforma en chaos. Le léopard bondit, se jetant sur un tronc d'arbre voisin. Il grimpa aussi vite que le vent et, en quelques secondes, l'était haut dans le ciel, ses yeux dorés fixant les singes hurlant en contrebas. Le soleil s'inclinait vers l'ouest, sa lumière se répandant sur la savane telle une douce flamme. Les babouins avançaient lentement à travers les prairies rouges au couchant. Leurs cris stridents résonnaient comme un adieu au jour mourant, se mêlant au vent sec qui bruissait dans l'herbe. À la tombée de la nuit, l'obscurité s'abattit sur le Serengeti. L'immense savane semblait engloutir toute trace de sang, de poussière et de la récente poursuite. Mais malgré la perte, malgré le prix, la vie continue. Les babouins poursuivent leur voyage, avançant vers l'horizon rouge. Sur cette terre rude, ils ne sont ni les plus forts ni les plus rapides, mais ils sont les plus résistants. Car ils n'abandonnent jamais. Au loin, des troupeaux d'antilopes, de zèbres et de buffles se déplacent ensemble, tel un flot de vie éternelle. Chaque fois qu'une créature tombe, une autre naît. C'est la symphonie sans fin du Serengeti, où la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Mais le périple du Serengeti ne s'est pas arrêté. Lorsque les vents secs de la mousson arrivent, la savane entre dans un nouveau cycle de survie, plus rude, plus féroce. Dans le prochain épisode, les anciens dirigeants devront lutter non seulement contre la nature, mais aussi contre leurs propres limites. Et n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série sur la survie de la faune sauvage.